Chaque seconde, dans le monde, plus de 300 mètres de fils émaillés voient le jour. C'est assez pour entourer un gratte-ciel, et il en resterait encore pour un transformateur. Mais tout ne commence pas dans un entrepôt ou un laboratoire, mais avec une tige lourde et brute, un crayon de cuivre de 45 kg. On l'étire, on la presse, on la cuit, et on la recouvre de couches microscopiques d'émail à une température de 500 degrés. Ce n'est pas juste de la production, c'est une bataille pour l'endurance, la flexibilité et la conductivité. Aujourd'hui, tu vas voir comment se forme le système nerveux du monde moderne, le fil qui transporte le courant, fait tourner les machines et construit l'avenir. Tout ne commence pas par de l'éclat, mais par du brut, une tige de cuivre grossière, épaisse comme un crayon, lourde comme un haltère, 8 mm de diamètre, plus de 45 kg. Mais elle est destinée à devenir un conducteur fin et flexible, presque un cheveu, capable de supporter la tension et le temps. Pour y arriver, on étire la tige à travers une série de trous en acier, appelés filières. C'est une machine à tréfiler, une machine qui ressemble à une bête musclée, qui tire le cuivre avec une telle force que le métal commence à changer de nature. À chaque filière, le fil devient plus fin et plus long, comme un souvenir qui s'étire dans le temps. La température monte. Le frottement est dingue. Sans refroidissement, le cuivre se mettrait simplement à bouillir. Alors, le fil est constamment arrosé d'eau ou de lubrifiant. Le bruit dans l'atelier est tel qu'on a l'impression d'être tombé dans la gorge d'un géant. Mais c'est précisément ici que se forme le cœur de n'importe quel moteur, transformateur ou bobine. C'est ici que tout se joue. Le fil sera-t-il dur et cassant ou flexible et résistant? Car le vrai fil, ce n'est pas celui qui brille, c'est celui qui a tenu bon. Après que le fil de cuivre a survécu à la presse de tréfilage, il reste un peu traumatisé. Il y a en lui une fatigue microscopique, une tension interne, une fragilité. Il est tendu à l'extrême, comme les nerfs pendant une deadline. Si on laissait les choses en l'état, il se casserait au moment le plus crucial. Alors, on l'envoie dans un four de recuit, un long tunnel chaud à travers lequel le fil passe, comme au purgatoire. À l'intérieur, près de 400 degrés Celsius. Une chaleur de folie. Le four fonctionne à l'hydrogène ou avec un gaz inerte pour que le cuivre ne s'oxyde pas. Car il suffirait que l'air le touche dans cet état et une couche terne et impardonnable apparaîtrait sur sa surface brillante. Le fil est chauffé jusqu'à devenir mou, jusqu'à cette limite où la structure du métal change et toutes les cassures, fragiles au niveau moléculaire, disparaissent. Le cuivre devient malléable, comme une pâte bien pétrie. Il est de nouveau prêt à se plier, à s'enrouler, à transmettre de l'énergie. L'opérateur près du four surveille la température, comme un grand-père surveille sa soupe, avec attention, sans se presser. Il le sait, ici, on ne peut pas trop cuire. Et on ne peut pas sous-cuire non plus. Tu te souviens de ce moment dans les films, quand le héros enfile son armure avant le combat final? C'est exactement ça. Le cuivre a passé l'épreuve de la pression et du feu. Et maintenant, il est temps de le rendre isolé, mais pas enfermé, protégé, mais conducteur. L'émail entre en scène. Ce n'est pas l'émail des casseroles. C'est un vernis spécial, transparent, fin comme un souffle, mais solide comme le roc. Sa formule, c'est le secret de l'usine. Des polymères thermorésistants qui peuvent supporter la chaleur, le froid, le courant et le temps. Le processus commence par un bain ou une buse, où le fil de cuivre passe à travers l'émail liquide. Vite, instantanément, sans s'arrêter. Ensuite, le four.
un autre. Cette fois, pas pour nettoyer, mais pour cuire le revêtement. Température, près de 500 degrés. L'émail se polymérise, c'est-à-dire qu'il se transforme littéralement de liquide en un revêtement protecteur solide. Microscopique, mais fiable. Mais une seule couche, ça ne suffit pas. On répète le processus. Encore un bain, encore un four. Et encore, jusqu'à 15 fois, jusqu'à ce que la couche soit parfaite, sans coulure, sans bulle. Et pendant tout ce temps, le fil se déplace à une vitesse de 50 km/h. C'est comme enrouler du fil sur une bobine à bord d'une Formule 1. Les opérateurs sont devant leur pupitre de commande. Ils regardent des écrans avec une précision microscopique. Un seul reflet suspect, et le lot est défectueux. Un seul défaut microscopique, et le cuivre ne pourra pas supporter le courant dans le moteur d'un avion ou le chargeur d'une voiture électrique. C'est un travail d'orfèvre, mais pour des géants. Car le fil émaillé, ce n'est pas juste un conducteur, c'est le système nerveux du monde. Et chacune de ces couches, c'est comme une promesse que le courant arrivera là où il faut. On a donc un fil fin, parfaitement rond, avec une couche d'émail parfaite. Mais pour l'instant, l'émail, c'est juste du vernis. Il ne sait pas encore ce que c'est que l'endurance. Il est mou, vulnérable. Et le monde de l'électricité ne pardonne pas aux faibles. Le fil entre dans les fours de traitement thermique. Ce sont des sortes de grille-pain géants, mais au lieu du pain, il y a du cuivre, et au lieu du fromage, des polymères. La température est d'environ 500 degrés. À l'intérieur, une atmosphère contrôlée à la molécule près, souvent de l'azote ou de l'hydrogène, pour empêcher l'émail de s'oxyder ou de changer de structure. Dans le four, l'émail se polymérise complètement. Il devient dur comme du verre, mais flexible. Il devient un bouclier qui ne se fissurera pas à l'enroulement. Il devient une gaine qui supporte la tension, comme un guerrier encaisse un coup. Le four, il est long. Le fil se déplace à travers lui en douceur, avec une précision mathématique. Sur chaque centimètre, son propre microclimat. Le système de contrôle vérifie la température, l'humidité, la vitesse de déplacement. Si on se trompe, ne serait-ce que sur un point, au lieu d'un superfil, on obtient une belle pellicule inutile. Il n'y a pas de fumée, mais il y a de la chaleur. Il n'y a pas de feu, mais il y a un four. Il n'y a pas de bruit, mais il y a de la tension, car c'est le moment même où tout se décide. Quand le fil sort du four, ce n'est plus juste du cuivre dans du vernis. Il est prêt. Prêt pour les bobines des moteurs, des transformateurs, des générateurs. Prêt à être le cœur de n'importe quelle machine qui respire l'électricité. Dès que le fil sort du four chaud, il brille littéralement. Pas au sens figuré, mais physiquement. Mais attendre simplement qu'il refroidisse, ce n'est pas notre méthode. Ici, tout est synchronisé, comme l'atterrissage d'une navette spatiale. On le fait passer immédiatement par des sections de refroidissement. Le plus souvent, un refroidissement à l'air ou à l'eau. Dans le premier cas, de puissants ventilateurs qui soufflent comme un ouragan. Dans le second, de fines douches d'eau qui enveloppent le fil, comme une brume matinale. Parfois, on utilise aussi un refroidissement à l'huile, si on a besoin d'une douceur particulière. Mais il y a une nuance. L'émail, après la polymérisation, est encore chaud et un peu fragile. On ne peut pas le choquer avec un changement de température brutale. C'est pourquoi la température et l'intensité du refroidissement sont super précises. C'est presque un processus méditatif. Réduire la chaleur, mais sans tuer l'esprit. Juste après le refroidissement, la lubrification. C'est comme la touche de brillance finale après le séchage des cheveux.
Le fil passe à travers un bain d'huile microscopique ou un système de pulvérisation. Le lubrifiant réduit le frottement lors de l'enroulement, protège contre les rayures et ajoute ce brillant qu'on voit sur les bobines dans les usines. Tout est automatique, sans faux mouvement. Car la moindre négligence, et il faudra jeter le fil. Et ça peut représenter jusqu'à 16 km de fil sur une seule bobine. Des chariots automatiques ou des convoyeurs récupèrent les bobines de la ligne d'enroulement. Certaines entreprises utilisent des bras robotisés qui soulèvent la bobine délicatement, comme un chaton nouveau-né, même si elle pèse 135 kg. Imagine plus de 4000 avions de combat, qui ne sont pas détruits, mais soigneusement stockés en plein désert. Incroyable, non? Et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien le plus grand cimetière d'avions militaires au monde, la base de Davis-Monthan, aux États-Unis. Alors, pourquoi ne les envoie-t-on pas directement à la casse? Certains appareils attendent une seconde vie, d'autres sont démontés pour récupérer des pièces. Et d'autres, ultra secrets, ne peuvent tout simplement pas disparaître sans laisser de traces. Comment procède-t-on, au juste, pour détruire du matériel militaire? Pourquoi certaines machines sont-elles revendues, pendant que d'autres servent de cible à des missiles? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans ces compartiments top secrets des vieux chasseurs? Allons voir ça ensemble. La raison principale pour laquelle les avions de la base de Davis-Monthan sont préservés au lieu d'être immédiatement détruits, c'est la possibilité de les réutiliser. Certains peuvent encore reprendre du service ou servir de banque de pièces détachées pour d'autres modèles. Une partie du matériel est parfois revendue à des alliés des États-Unis ou cédée à des pays partenaires, dans le cadre de programmes d'assistance militaire. D'autres appareils servent de cible pour tester de nouveaux missiles ou de modèles d'entraînement pour les techniciens et les pilotes. Par ailleurs, tout n'est pas mis au rebut tout de suite à cause de la bureaucratie, du manque de ressources ou de priorités différentes. Les avions peuvent ainsi rester stockés durant des années avant de partir au recyclage. Quant au climat sec de l'Arizona, il offre un gros avantage. Il évite la corrosion, permettant parfois de réactiver ces machines même après plusieurs décennies. La destruction du matériel militaire soulève plusieurs enjeux majeurs, écologiques, économiques et sécuritaires. Un stockage ou une élimination mal gérée peuvent polluer l'environnement, alors que le recyclage des métaux et autres composants permet d'économiser des ressources. De plus, un engin militaire, même ancien, conserve une réelle valeur. Des groupes terroristes ou criminels pourraient l'acheter pour perpétrer des attaques ou faire de la contrebande. Dans certains conflits, on voit même des machines déclassées revenir sur le champ de bataille. Par exemple, lors de la guerre civile en Libye, de vieux chars soviétiques, qui auraient dû finir à la casse depuis belle lurette, ont été remis en service. Après leur retrait du service, les appareils sont envoyés sur des bases spécialisées pour une inspection approfondie. On commence par vérifier toute la paperasse, numéro de série, état technique, durée d'utilisation. Ensuite, ingénieurs et mécaniciens examinent l'appareil de fond en comble. Usure de la structure, du moteur, de l'électronique, sans oublier l'armement. Si l'avion est toujours opérationnel, il peut être modernisé ou revendu à des alliés. S'il est jugé trop ancien ou trop endommagé, on le démonte pour en récupérer les pièces. Certains exemplaires finissent même dans des musées, des centres de formation ou chez des collectionneurs privés. Bien sûr, après retrait de tout composant confidentiel. Si le matériel est considéré comme irréparable,
mais qu'il contient encore des éléments en bon état, on procède alors au démontage. Des équipes spécialisées retirent les moteurs, les systèmes de navigation, les modules électroniques et même les plaques de blindage. Les moteurs peuvent servir à réparer d'autres véhicules similaires ou être reconvertis pour un usage civil. L'optique et l'électronique, elles, peuvent être réutilisées dans des simulateurs ou pour moderniser des systèmes existants. Certaines pièces sont revendues à des pays alliés ou même à des entreprises privées spécialisées dans la restauration de matériel militaire. Pour éviter toute fuite technologique, on détruit ou neutralise les composants classés secrets ou trop avancés, et on stocke le reste en attendant un usage futur. La mise au rebut, l'accent est mis sur l'élimination des substances dangereuses. Le carburant d'aviation, les lubrifiants et les fluides hydrauliques peuvent contenir des produits toxiques. En moyenne, entre 200 et 500 litres de ces matières résiduelles sont récupérés sur chaque avion, puis traités selon un protocole spécifique. Les éléments électroniques de bord, susceptibles de contenir du plomb, du mercure ou du cadmium, constituent aussi un risque. Rien qu'aux États-Unis, on retire près de 500 tonnes de ces matériaux chaque année lors de la destruction du matériel militaire. Quant à certains anciens véhicules blindés, ils peuvent renfermer de l'amiante dans les isolations thermiques, qui doit être extrait et éliminé suivant des normes très strictes. Tout ce qui relève de l'explosif, résidus de carburant de fusée, munitions, fait l'objet d'une procédure de neutralisation spéciale. En 2023, par exemple, plus de 1200 tonnes de munitions ont été détruites sur des terrains spécialisés aux États-Unis après avoir été retirées du matériel en cours de démantèlement. Comme mentionné plus haut, on enlève systématiquement tout ce qui contient des données sensibles. Ordinateurs de bord, systèmes de communication, car ils peuvent renfermer des protocoles confidentiels, des clés cryptographiques ou des logiciels de chiffrement. Dans les chasseurs modernes, par exemple, on trouve des canaux de communication ultra protégés pour coordonner les opérations de combat. Les radars et systèmes de guidage font également partie de ces éléments critiques, qu'il s'agisse d'avions, de navires ou de blindés. Un radar peut embarquer des algorithmes de traitement du signal très pointus, offrant un net avantage tactique. En 2011, les États-Unis ont même détruit les restes d'un hélicoptère furtif qui s'était écrasé lors de l'opération contre Ben Laden, afin d'empêcher d'autres puissances de mettre la main sur ces technologies. Les systèmes de conduite de tir des chars, chasseurs ou navires contiennent des informations capitales, tactiques de combat, caractéristiques de l'armement, précision des tirs. Et bien sûr, on retire tous les matériaux spéciaux, comme le revêtement furtif des F-22 ou des B-2, dont la composition reste un secret d'État. Ces revêtements sont alors enlevés ou purement et simplement détruits. Les boîtes noires et enregistreurs de données de vol, eux, renferment parfois des informations sensibles sur les techniques de pilotage ou les missions de combat. Pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains, il existe aux États-Unis des programmes de contrôle très stricts. Parfois, on préfère même détruire l'appareil en entier lorsqu'un démontage sûr est impossible. De plus, un système spécifique met régulièrement à jour les logiciels de ces équipements afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être récupérés par des adversaires. Chaque engin militaire possède sa propre version secrète du logiciel, quasi impossible à restaurer après déclassement. Dans de nombreux pays, la destruction du matériel militaire est encadrée par des accords internationaux, comme les Conventions de Genève, qui veillent à ce que certains composants soient éliminés de manière sécurisée et à ce que l'environnement ne soit pas mis en péril. Par exemple, un véhicule militaire ne pourra être officiellement retiré du service tant que tous les matériaux toxiques n'auront pas été retirés. Tout cela prouve à quel point
on prend au sérieux la sécurisation et la destruction de ce type d'équipement. Et combien d'efforts sont déployés pour qu'aucune technologie ne tombe dans de mauvaises mains. On le sait bien, les États-Unis dominent largement le marché du recyclage du papier, avec environ 60% de leurs vieux papiers transformés en nouveaux produits. Une usine de recyclage du papier, là-bas, c'est un concentré de haute technologie. On y suit un processus précis, étape par étape, pour donner une seconde vie à de simples emballages, journaux ou cartons. C'est bluffant. Alors regardons de plus près comment ça se passe, pas à pas. D'après l'Agence américaine de protection de l'environnement, on collecte chaque année aux États-Unis environ 65 millions de tonnes de déchets de papier. Cela inclut le papier, le carton, les journaux, les magazines et d'autres formes de produits papetiers. En général, la planification et l'organisation de cette collecte sont assurées par plusieurs organismes et institutions. Dans bon nombre de villes et de régions, des services spécialisés gèrent la récupération et le tri des déchets, y compris le papier à recycler. Souvent, cela fait partie d'une stratégie globale de gestion des ordures, avec des tournées régulières dans les quartiers résidentiels. À côté de ça, on trouve aussi des entreprises privées qui se consacrent à la collecte et au traitement de toutes sortes de déchets, dont le papier. Elles proposent leurs services aux entreprises, aux administrations, et peuvent même installer des conteneurs de tri dans l'espace public. On trouve également des stations de tri et des centres de dépôt spécialisés qui reçoivent des classes le papier avant de l'envoyer vers les usines de recyclage. Certains collaborent avec les autorités locales ou des sociétés privées pour mieux organiser la collecte. Dans de nombreuses communautés, des associations à but non lucratif et des groupes de bénévoles se mobilisent. Ils créent des programmes de sensibilisation et animent des campagnes écologiques pour encourager le recyclage du papier. Les grandes entreprises, en particulier dans la distribution ou la production d'emballages, mettent aussi en place leur propre programme de récupération du papier et d'autres matériaux. Elles gèrent et financent souvent tout le processus. Au final, toutes ces structures travaillent en la main dans la main pour assurer une gestion optimale de la collecte et de la valorisation du papier. Chaque jour, on récupère en moyenne près de 178 000 tonnes de vieux papier, ce qui équivaut, grosso modo, au poids de 33 600 camions. Dingue, non? Les services municipaux ou les entreprises de gestion des déchets organisent le ramassage dans les zones où le papier s'accumule, chez les particuliers, dans les bureaux ou dans les usines. Ça peut être un ramassage hebdomadaire ou des opérations de collecte plus ponctuelles. Parfois, des centres de dépôt font office d'étape intermédiaire. Les gens et les entreprises y apportent directement leur papier pour qu'il soit en un quoi trié, puis envoyé vers les usines. Ça se fait surtout dans les grandes sociétés, qui veulent maîtriser la qualité de leurs déchets sans dépendre d'un système de collecte standard. Une fois le papier usagé collecté, selon son type et sa quantité, on l'achemine vers des stations de tri spécialisées ou directement aux usines de recyclage. On utilise de gros camions, voire le train, si les volumes sont particulièrement importants. Tenez par exemple, la société Nine Dragons, basée à Hong Kong, l'un des plus grands producteurs de carton au monde, a investi 500 millions de dollars pour agrandir plusieurs papeteries aux États-Unis. Et oui, ça circule aussi à l'international. Au début,
Tout le papier récupéré arrive dans une zone dédiée, où a lieu la première phase de tri. En général, on utilise des systèmes mécaniques pour faire le gros du travail. Dans un premier temps, de grands tamis retiennent les objets volumineux, comme le plastique ou le métal. La maille est pensée pour laisser passer le papier et le carton, et bloquer tout ce qui est trop gros. S'il y a des agrafes ou des petits morceaux métalliques, on les retire grâce à d'imposants aimants industriels. Souvent, ces aimants font la taille d'un petit placard, voire plus, et peuvent peser des centaines de kilos. Intégrés au convoyeur, ils génèrent un champ magnétique ultra puissant qui attire instantanément le métal en mouvement au milieu de la masse de papier. Ensuite, le papier passe sur un tapis roulant pour un tri plus précis, grâce à différentes technologies. Systèmes optiques dernier cri, courant d'air, convoyeurs à grande vitesse ou encore séparateurs électrostatiques. Les dispositifs de tri optique, en particulier, sont parmi les plus performants. Ils utilisent des capteurs et des caméras pour repérer chaque type de papier selon sa couleur ou sa texture. Un journal ne ressemble pas à un carton, par exemple, et ces nuances sont détectées automatiquement. Le flux de papier est alors orienté d'un convoyeur à l'autre, parfois sous des jets d'air qui écartent les matériaux plus légers, comme les journaux, des plus lourds, comme le carton. Les séparateurs électrostatiques, eux, exploitent des champs électriques pour distinguer divers types de papier et de carton selon leurs propriétés électrostatiques. On élimine ensuite ce qui n'est pas recyclable à ce stade. Dans certaines usines, surtout les plus grandes, on a encore besoin d'une équipe de tri manuel pour compléter le travail des machines, car même les meilleurs systèmes ne repèrent pas tout. Il faut aussi enlever les résidus de nourriture, qui peuvent rester sur les emballages ou les cartons. Pour ça, on recourt parfois à un lavage ou un nettoyage mécanique. Une fois que le papier est bien réparti par catégorie, on passe au broyage et au compactage. Comme il existe différents types et structures de papier, il faut tout réduire à un matériau homogène avant la suite du processus. Des machines spécifiques découpent cartons, journaux et autres papiers, puis la matière est comprimée en ballots ou en bobines, afin de faciliter le stockage et le transport. Enfin, on purifie soigneusement le papier pour éliminer tout résidu susceptible de gêner la production suivante. Grâce à ces procédés de pointe, les usines américaines de recyclage atteignent un niveau de propreté et d'efficacité impressionnant. Résultat, on peut réintroduire le papier dans le circuit et fabriquer de nouveaux produits, avec un minimum de pertes. Plutôt malin, non? Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits dans le monde. C'est comme si on empilait 50 tours Eiffel faites de vieux téléviseurs, réfrigérateurs et machines à laver. Mais seulement 9 millions de tonnes sont correctement recyclées. Le reste pollue la terre, l'eau et l'air, libérant du plomb, du mercure et du fréon. Alors, comment les usines transforment-elles ces déchets en nouvelles ressources? Et pourquoi votre vieille machine à laver pourrait-elle finir dans une nouvelle voiture? Restez jusqu'au bout, ça va être dingue. Aujourd'hui, le recyclage des appareils électroménagers, c'est un processus complexe et bien huilé qui aide à réduire l'impact sur l'environnement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques décennies, les vieux frigos, téléviseurs et machines à laver finissaient à la décharge ou en pleine forêt. Voyons comment l'humanité a appris à traiter ces appareils
et à transformer les déchets en ressources. Au début du XXe siècle, l'électroménager était rare. La plupart des gens n'avaient pas d'appareils électriques. Quand quelque chose tombait en panne, comme une machine à laver mécanique ou une gazinière, on les réparait à la main. Les pièces en métal étaient fondues et réutilisées. Avec l'essor de l'industrie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les premiers réfrigérateurs, fer à repasser, ventilateurs et grille-pains sont apparus. Comme ces appareils coûtaient en cher, on les gardait le plus longtemps possible. Et quand ils cassaient, qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, on les réparait et on les réutilisait. Les pièces métalliques, surtout pendant les guerres, où le métal manquait, étaient fondues et réemployées. Et parfois, on les jetait tout simplement avec les ordures ménagères. Mais à l'époque, la production de masse n'existait pas encore, donc le problème du recyclage n'était pas si pressant. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le boom économique. L'électroménager devient plus abordable. La production de masse fait qu'on ne répare plus les vieux appareils. On les remplace. Résultat, des tonnes de réfrigérateurs, téléviseurs et machines à laver finissent à la décharge. Pas cool, surtout à cause du plomb et du mercure contenus dans les téléviseurs à tube cathodique. C'est à ce moment-là que les gouvernements commencent à réfléchir à des décharges spécialisées pour les déchets électroniques. Dans les années 70, aux États-Unis et en Europe, les premiers programmes de collecte et de recyclage voient le jour. Mais une véritable filière de recyclage n'existe pas encore. Dans les années 1980, le problème devient évident. Certains pays commencent à adopter des lois sur la collecte et le recyclage des appareils. En Europe, les premières usines de recyclage de réfrigérateurs et de machines à laver ouvrent leurs portes. Au Japon, une loi oblige les fabricants à reprendre les vieux appareils. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, des programmes encouragent la réutilisation des métaux et des composants électroniques. Les gens commencent à comprendre les dangers du fréon et des métaux lourds. De nouvelles méthodes d'extraction sécurisées sont développées. Mais beaucoup ne saisissent toujours pas pourquoi il ne faut pas jeter ces appareils n'importe où. Parce qu'un frigo, un climatiseur ou même une machine à laver, c'est pas juste du métal et du plastique. À l'intérieur, il y a des substances nocives qui ne doivent pas finir dans la nature. Quelques exemples. Les anciens réfrigérateurs contiennent du fréon, un gaz qui détruit la couche d'ozone. Mal manipulé, il peut causer de gros dégâts. Et ça, c'est vraiment pas top. Mercure, plomb, cadmium. Beaucoup de composants électroniques contiennent des métaux lourds qui peuvent contaminer le sol et l'eau. Mais si on démonte correctement un appareil, la plupart des matériaux peuvent être réutilisés. Quand vous confiez un appareil à un centre de recyclage, il passe par plusieurs étapes. Dans des usines spécialisées, l'appareil est démonté pièce par pièce, métal, plastique, verre, circuits électroniques, isolants, etc. On aspire le fréon des réfrigérateurs. On retire l'électronique des machines à laver, là où se cachent les métaux lourds. Ces substances sont envoyées vers des centres de stockage sécurisés. La plupart des composants peuvent être recyclés. Le fer, l'aluminium et le cuivre sont fondus et réutilisés dans l'industrie. Le plastique est trié et transformé en nouveaux produits. Le verre des portes de fours et de machines à laver peut servir dans le secteur du bâtiment. Certaines parties, comme certains isolants, ne peuvent pas être réutilisées. Elles sont donc éliminées en toute sécurité.
Après le retrait des substances dangereuses, ce qui reste de l'appareil passe dans des broyeurs qui le réduisent en petits morceaux. Des séparateurs magnétiques extraient le fer, tandis que des systèmes à induction trinent les métaux non ferreux et le plastique. Certaines entreprises utilisent des scanners optiques et des rayons X pour identifier et trier automatiquement les matériaux. Un moyen super efficace d'extraire des ressources précieuses, comme le cuivre, l'aluminium et les terres rares. Et maintenant, comment bien se débarrasser d'un vieil appareil? Plusieurs options. Option 1, le déposer dans un centre de recyclage. Option 2, le vendre ou le donner pour les pièces détachées. Certains réparateurs rachètent les vieux frigos et machines à laver. Option 3, profiter des offres, ramener l'ancien et bénéficier d'une réduction. Pratique si vous voulez du neuf. Option 4, le donner à une association caritative. Si l'appareil fonctionne encore, il peut aider une famille dans le besoin. Une bonne action. Et un monde plus cool. Recycler ces appareils, c'est bon pour la planète et ça économise des ressources. Voyons ce qu'on peut tirer d'un vieux frigo ou d'une machine à laver. Le fer fondu sert à fabriquer de nouveaux appareils. Les fils de cuivre deviennent des câbles et des circuits électroniques. Le plastique recyclé peut devenir la coque d'un nouvel appareil ou même des pièces de voiture. Et ce n'est pas tout. Le recyclage crée des emplois et booste l'économie. Si on arrêtait de jeter les vieux appareils n'importe où et qu'on les recyclait, ça changerait beaucoup de choses. Moins de déchets toxiques dans la nature, une eau et un air plus propres, plus de ressources pour fabriquer de nouveaux produits. Alors, la prochaine fois que votre machine à laver rend l'âme, ne la jetez pas. Trouvez un centre de recyclage ou donnez-la à quelqu'un qui en a besoin. Faisons du bien à la planète, ensemble. À l'échelle mondiale, seulement 9 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques sont collectés et recyclés officiellement. Le reste finit dans des décharges ou est brûlé, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Qu'est-ce qui arrivera à nos déchets radioactifs dans 100 000 ans? C'est dingue, mais on ne peut ni les brûler, ni s'en débarrasser à la légère. Ils restent nocifs pendant des millénaires. Chaque jour, le monde produit des centaines de tonnes de combustible nucléaire usé et, franchement, on ne sait toujours pas quoi en faire. Les bassins de refroidissement sont pleins à craquer. Les installations de stockage provisoires deviennent permanentes. Et notre seule vraie option, pour éviter la catastrophe, c'est de tout enfouir plus profondément que tout ce que l'humanité a jamais construit. Mais est-ce que ces sites souterrains vont vraiment tenir le coup sur la durée? Voyons ça de plus près. Dans un silence millénaire, plus profond que n'importe quelle pause dans l'histoire de l'humanité, quelque part au plus profond de la Terre, à plusieurs centaines de mètres sous la surface, des spectres d'uranium d'époque révolue sont scellés dans la roche. Ils ne brûlent pas, ils ne scintillent pas et ils ne font aucun bruit. Pourtant, leur présence est inéluctable. On ne peut pas simplement brûler ces déchets atomiques ou les jeter sur une décharge. Ils restent dangereux pendant des siècles, voire des milliers d'années. Il existe 3 grandes approches pour s'en occuper: le stockage provisoire, le retraitement et l'enfouissement géologique profond. Le stockage provisoire est la toute première étape cruciale. Sitôt sorti du réacteur, le combustible demeure extrêmement chaud et hautement radioactif. Impossible de l'enfouir ou de le retraiter immédiatement. Il doit d'abord refroidir.
Dès qu'on retire les assemblages de combustible du réacteur, on les plonge dans des piscines spécialisées, situées directement sur le site de la centrale nucléaire. L'eau y joue un double rôle. Elle refroidit le combustible et sert d'écran contre les radiations. La température est surveillée en continu. Et bien sûr, le bassin est entouré de parois en béton épaisses, empêchant la radioactivité de s'échapper. Le combustible peut y rester plusieurs années, voire plusieurs décennies, jusqu'à ce que son niveau de radioactivité baisse suffisamment pour être moins dangereux. Le hic, c'est que la plupart des centrales à travers le monde ont déjà rempli leur bassin. Alors, on transfère ensuite ce combustible usé vers ce qu'on appelle des stockages à sec. Une fois assez refroidi, on enferme le combustible dans des conteneurs d'acier conçus sur mesure, qu'on entrepose soit à l'air libre, soit dans des bunkers en béton. On trouve ce type de stockage, par exemple, aux États-Unis, au Canada ou encore en Allemagne. Ces conteneurs ont des parois épaisses, en métal et en béton, qui bloquent la radioactivité. Ils résistent au séisme, aux ouragans et même à la chute d'un avion. Dans certains pays, on les enterre partiellement pour mieux les protéger des agressions extérieures. Pourtant, ce n'est pas la solution définitive. Le stockage à sec est prévu pour 50 à 100 ans. Au-delà, on envisage soit le retraitement, soit l'enfouissement géologique. Mais aujourd'hui, beaucoup de nations n'ont toujours pas de stratégie définitive. Résultat, ces installations provisoires deviennent, en pratique, des sites quasi permanents. Quant au retraitement, il offre une sorte de seconde vie à l'uranium. Beaucoup de gens s'imaginent que le combustible usé n'est qu'un déchet bon à enterrer le plus profond possible. C'est fou quand on sait que près de 95% de ce combustible contiennent encore de l'uranium et du plutonium, parfaitement réutilisables. C'est précisément le rôle du retraitement. Concrètement, on démonte les assemblages de combustible usés, puis on les plonge dans de l'acide nitrique hautement concentré. Le métal se dissout et les scientifiques obtiennent alors un cocktail radioactif, mélange d'uranium, de plutonium et de produits de fission hautement actifs. Ensuite, on sépare ce mélange pour isoler chaque composant. L'uranium est purifié, puis renvoyé en enrichissement. Le plutonium, lui, peut servir à fabriquer du MOX, un combustible à oxyde mixte qui sera de nouveau brûlé dans certains réacteurs. Ce qui reste, à savoir les déchets hautement radioactifs et inutilisables, constitue le vrai problème. On les incorpore alors dans du verre en fusion, avant de sceller le tout dans des conteneurs robustes en acier inoxydable. Sous cette forme, ces résidus radioactifs restent stables pendant des millénaires. Le retraitement permet ainsi de réduire la quantité de déchets hautement radioactifs d'un facteur 4 ou 5, tout en réutilisant l'uranium et le plutonium, ce qui diminue la nécessité d'extraire sans cesse du nouveau minerai. Ce processus est complexe, coûteux, et soulève pas mal de questions liées à la sécurité. Le plutonium, par exemple, ne sert pas qu'à alimenter des réacteurs. Il peut aussi être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires, ce qui n'est pas sans risque. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux pays, comme les États-Unis, ont renoncé au retraitement, tandis que la France, le Royaume-Uni, la Russie et le Japon continuent de l'employer. Autrement dit, ce n'est pas une baguette magique, mais plutôt un compromis entre l'économie de ressources et les dangers potentiels. Si le stockage temporaire est une forme d'attente, et si le retraitement représente une seconde chance, alors l'enfouissement géologique constitue la dernière étape. C'est la méthode qui vise à protéger l'humanité de ces déchets radioactifs pour des dizaines de milliers d'années. Cet enfouissement doit rester sûr, même dans 100 000 ans. Géologues, physiciens, ingénieurs et écologues recherchent donc des couches profondes de granit, d'argile ou de sel, imperméables et résistantes au séisme. Les déchets les plus dangereux, par exemple ces blocs vitrifiés hautement radioactifs, sont d'abord placés dans des conteneurs en acier inoxydable, puis enfermés dans des capsules en cuivre ultra résistantes, capables de tenir des millénaires sans corrosion. On descend ces capsules dans des galeries verticales ou horizontales,
à 500 ou même 1000 mètres de profondeur. Dans de telles conditions, même en cas de gros pépins, la radioactivité ne devrait pas remonter à la surface. Une fois tout bien scellé, on remblaye et on ferme définitivement les tunnels. Et, quelques siècles plus tard, ce site souterrain se fond dans le paysage. L'humanité finira par l'oublier. À ce jour, aucun pays n'a finalisé un enfouissement géologique, mais la Finlande est sur le point d'y parvenir. Pour choisir un emplacement capable de tenir face au temps, à la nature et à la curiosité humaine, il faut mener des décennies de recherche. Il ne s'agit pas simplement de trouver une grotte ou un gouffre. C'est un processus scientifique complexe. Le site doit être géologiquement stable, sans activité sismique, et dépourvu d'eau souterraine, afin d'éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques. Plus la roche, granit, argile, sel, est dense et profonde, meilleure est l'isolation. À l'aide d'images satellites et de cartes géologiques, les chercheurs repèrent des zones où la roche est restée stable des millions d'années. Une fois ces lieux présélectionnés, on fore des puits profonds jusqu'à 1000 mètres pour analyser la composition et l'âge des formations rocheuses. Les scientifiques simulent même de petits séismes, grâce à des explosions ou à de puissantes machines vibrantes, afin d'observer la manière dont les ondes se propagent à travers la roche. Si la roche est stable et dépourvue de fissures, le site est jugé prometteur. On transforme alors les meilleurs emplacements en laboratoires souterrains, où l'on mène des expériences sur plusieurs décennies. On y installe des maquettes de conteneurs munis d'éléments chauffants pour simuler les déchets, et on observe la réaction de la roche à long terme. La grande crainte reste la suivante. Peut-on garantir la sécurité sur 100 000 ans? Et si nos descendants oublient le danger et creusent un jour, sans le savoir, dans ces déchets? C'est pourquoi certains chercheurs envisagent de concevoir des signaux spéciaux, voire de nouveaux langages, pour prévenir les civilisations futures. En fin de compte, l'enfouissement profond constitue notre meilleure chance de nous débarrasser de ces déchets ultra dangereux. Même si, en définitive, seuls les habitants d'un futur lointain pourront confirmer que c'était réellement la bonne solution. Imagine un peu, plus de 95 milliards de dollars, rien qu'en Asie. C'est la valeur ahurissante du marché dédié aux pigeons élevés pour leur viande. Chaque minute, partout dans le monde, des milliers de ces oiseaux sont élevés, vendus et transformés, et les plus grosses fermes livrent jusqu'à 3000 volatiles tous les 4 jours. Comment ont-ils pu passer du simple symbole urbain à une véritable manne financière? Comment sont-ils nourris, sélectionnés et préparés pour répondre à la demande? Aujourd'hui, on dévoile tous les secrets de l'élevage industriel des pigeons, depuis le premier œuf, jusqu'au produit final dans nos assiettes. Et crois-moi, tu vas être surpris. En ce moment, c'est un véritable festival de plumes. On recense plus de 500 espèces de pigeons sauvages et plus de 175 races domestiques qui vivent aux côtés des humains. Leur population est présente sur tous les continents, des zones tropicales brûlantes jusqu'aux régions tempérées. Grâce à cette diversité, on les apprécie depuis toujours pour leur intelligence et leurs incroyables atouts, transformant les pigeons en une source d'opportunités précieuses. La plupart sont élevés pour le sport ou pour leur viande. Élever des pigeons pour la revente, c'est un peu comme planter un arbre enchanté. Au début, tu n'as pas besoin d'un gros investissement,
Mais les rendements peuvent être très généreux. Résultat, de nombreux gens à travers le monde se lancent dans cette activité et en font un véritable revenu. Dans la vaste région Asie-Pacifique, le secteur de l'élevage de pigeons à viande a même atteint la barre colossale de 95 milliards de dollars en 2023. Là-bas, le commerce du pigeon ne se contente pas d'améliorer le niveau de vie des familles. Il contribue aussi au développement durable de l'agriculture. Pour obtenir un cheptel de pigeons de qualité, les éleveurs sélectionnent méticuleusement mâles et femelles, comme s'ils repéraient des étoiles filantes. Aucune imperfection, un plumage lisse et brillant, et pas la moindre trace de maladie. Il leur faut une forme optimale, un regard vif et la capacité de pondre de nombreux œufs, avec une reproduction efficace. Les pigeons d'origine gauloise sont très prisés. Ils grandissent à la vitesse de l'éclair, sont super fertiles et s'adaptent sans problème aux climats orientaux, comme s'ils changèrent de tenue d'un coup de baguette magique. Du coup, la plupart des éleveurs privilégient un élevage en intérieur, plus simple pour le suivi quotidien, les soins et la prévention des maladies. En général, on construit de hauts pigeonniers bien ventilés, en laissant environ 1 mètre à 1,20 m de distance entre les casiers, comme s'il s'agissait de petites tours de repos pour nos compagnons ailés. On y installe un éclairage et des ventilateurs pour assurer une bonne aération et la luminosité nécessaire. Chaque couple reproducteur bénéficie de son propre box, une sorte de lune de miel dans un petit nid douillet. À l'intérieur, on place des mangeoires, des abreuvoirs et de confortables nichoirs. Les casiers sont souvent empilés, façon mini-ville, pour économiser de la place tout en laissant circuler l'air. L'espace entre chaque rangée fait habituellement de 5 à 10 cm. Le secret d'un bon élevage de pigeons réside dans la qualité de leur alimentation. Chaque jour, les fermiers préparent un mélange spécial de graines, maïs, haricots mango, etc., pour leur concocter un festin nutritif. Chaque ingrédient est pesé avec précision, puis passé au mélangeur. Ensuite, les éleveurs transportent cette préparation jusqu'au pigeonnier et la versent dans les mangeoires, avec le plus grand soin. Lorsqu'ils se déplacent dans les allées, ils poussent un chariot, comme s'ils transportaient dans leur propre fortune, et distribuent le grain à chaque arrêt, laissant aux oiseaux le temps de picorer tranquillement. Les pigeons se ruent alors autour des mangeoires, un peu comme des fans en délire autour de leur idole. Cette organisation bien rodée assure à la volée une alimentation régulière et un bon état de santé. Pour que les pigeons soient heureux, rien de mieux qu'un environnement propre et frais, le nettoyage des pigeonniers est donc crucial. Pendant les mois les plus chauds, les éleveurs transforment les bâtiments en véritables palais de la propreté, en récurant tous les recoins au quotidien. En hiver, le rythme ralentit un peu, histoire de souffler. Mais maintenir la propreté reste indispensable pour protéger les oisillons, dont le système immunitaire est encore fragile, surtout durant leur croissance rapide. Un nettoyage régulier et un espace bien entretenu jouent le rôle d'une douche salvatrice pour ces oiseaux, leur permettant de rester robustes et en pleine forme.
Les pigeons atteignent leur maturité sexuelle vers 4 ou 5 mois. À ce stade, les femelles commencent à pondre, comme si elles déposèrent de précieuses perles dans le nid. Cela dit, la ponte est modeste, généralement 1 ou 2 œufs par couvée, un peu comme un petit encas. Sur les grandes exploitations, même ces petites quantités se multiplient vite par milliers chaque jour. Une sorte de chasse au trésor où chaque œuf est un joyau rare. À cause de cette production limitée, les œufs de pigeons valent très cher, parfois 10 fois plus que ceux de poules. Et ils sont surtout destinés à l'incubation. D'ordinaire, un élevage peut compter 8 à 9 cycles de reproduction par an, un véritable balai ininterrompu de soins et d'attention. Les oisillons voient aussi soir le jour après environ 17 ou 18 jours d'incubation, bien au chaud, comme si la nature savait pile quand faire éclore une nouvelle vie. Au moment de la récolte, les éleveurs les manipulent avec précaution, comme de petits trésors fragiles, pour éviter tout dommage. Grâce au savoir-faire d'un personnel qualifié, les fermes parviennent à élever des pigeons d'excellente qualité, répondant aux exigences du marché. Les tout petits sont placés dans une sorte de pouponnière, où on les installe dans des nids avec un couple de parents adoptifs. Une mini-famille de plumes qui leur offre un refuge douillet. Avec ces parents de substitution, les petits se sentent comme des poissons dans l'eau et grandissent dans une ambiance sereine. Les femelles nourrissent leurs petits avec une substance spéciale, le fameux lait de jabot, un peu comme un repas maison servi directement à la source. Peu à peu, on leur fait découvrir d'autres aliments, un peu comme s'ils se faisaient de nouveaux copains, pleins d'histoires à raconter. D'habitude, les pigeonneaux atteignent leur maturité vers le 26e jour. 2 ou 3 semaines après l'éclosion, ils commencent à faire leur premier vol. Et au 4e ou 5e semaine, ils sont assez costauds pour vivre en autonomie, se mêler aux autres, ou même former un couple. On les récupère généralement vers 2 mois. Les fermiers les vendent souvent à des grossistes ou à des restos spécialisés dans la viande de pigeons. La Chine est l'un des plus gros producteurs mondiaux. Environ 9 millions de pigeons y sont élevés. Beaucoup de grandes fermes se trouvent à Canton, Shenzhen ou Henan et fonctionnent comme une horloge, livrant des jeunes pigeons tous les 4 jours pour optimiser leur récolte. Lors de chaque expédition, quelques 3000 oiseaux sont mis en vente, avec un tri sévère pour répondre aux standards du marché. La transformation de la viande de pigeon est très semblable à celle des autres volailles, comme le poulet ou le canard. Des lignes de production modernes s'occupent de tout: saignée, plumaison, éviscération et lavage. En général, les pigeons sont livrés entiers, prêts à être cuisinés. Cette viande est très appréciée dans plusieurs pays, surtout quand il s'agit de pigeons jeunes, considérés comme de vrais concentrés de protéines, bourrés de vitamines et de minéraux. Le pigeon rôti est un plat traditionnel dans bien des régions. Sa peau devient joliment dorée et croustillante, comme si elle sortait d'un institut de beauté. Et c'est un vrai délice pour les amateurs de bonnes choses. En Floride, sous le soleil, on considère les pigeons comme de petites pierres précieuses grâce à leur plumage coloré. Ils fascinent les curieux et ajoutent une touche vibrante à l'ambiance locale. Les spécialistes de l'élevage portent une grande attention au dressage pour que ces volatiles puissent parcourir de longues distances et toujours retrouver leur point de départ. On les compare parfois
à de véritables avions à plumes. Les conditions de vie varient selon les objectifs. Pour les pigeons destinés aux compétitions, il leur faut davantage d'espace, un peu comme des sportifs dans leur stade. Vers 1 mois et demi, quand leur plumage est bien formé, les jeunes commencent leur entraînement. Dans certains pays comme les Pays-Bas, l'Angleterre ou les États-Unis, on élève aussi des pigeons pour la compétition. Et cet engouement dépasse parfois l'aspect culinaire. Les clubs colombophiles organisent des courses sur plusieurs centaines de kilomètres, transformant cette pratique en un sport palpitant qui réunit tout le monde. On lâche alors les pigeons entraînés et on guette celui qui rentrera le plus vite à la maison, après des trajets pouvant aller de 160 à 300 km. Parfois, les prix atteignent le million de dollars. Et l'excitation est à son comble dans l'attente du retour des pigeons. Pour satisfaire les adeptes de ce sport, les éleveurs cherchent à obtenir des pigeons charpentés et rapides, idéaux pour des missions de messagerie ou des courses. Les passionnés sont prêts à débourser des sommes folles pour ces spécimens d'élite, faisant de leurs propriétaires de véritables magnats, fiers de régner sur un royaume tout en plumes.